Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Une place libre où on peut discuter tranquillement, dans la gaieté et la bonne humeur. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Vice Versa 2, car il y a beaucoup de choses à dire sur Vice Versa 2. C'est un film qui, pour moi, me dérange énormément, car il exprime, je pense, parfaitement tout le problème qu'a Pixar actuellement. Ça fait beaucoup d'actuellement. C'est un mot que je vais pas devoir utiliser plus de 2 fois. Voilà. C'est bon, c'est dit, c'est fait. Parce qu'on me reproche des fois, se dire oui, tu répètes un peu trop de fois le même mot. Et on a tous des titres de langage. C'est vrai que des fois, je foire et je déconne et je dis souvent les mêmes mots. Mais à un moment, c'est la vie. Hey! Fais avec. It's a life. A life. Ok. Du coup, retournons bien. Vice Versa 2, ça parle de quoi? Ça parle de Riley, qui a 13 ans. Elle va avoir de nouvelles émotions, en plus de celles qu'elle avait déjà dans le premier volet, c'est-à-dire joie, tristesse, colère, dégoût et peur. Et va arriver du coup anxiété, ennui, envie, embarras et nostalgie. Sachant que nostalgie, tu la vois 2 fois, pour faire un running gag. Et voilà. On va pas parler plus en détail de la vie de Riley, voilà, bon, elle va juste faire un stage de hockey où il y a ses copines et l'équipe qu'elle veut intégrer de hockey. Donc forcément, dissension, voilà. On est sur le plus bref du bref. Et ce vice versa, malgré il aurait pu être très intéressant parce qu'il attaque l'adolescence, et il y a un autre film qui l'a très bien fait il y a quelques temps, qui est Alerte Rouge. Et là, je trouve ça dommage que le film ne fait pas tout ce qu'il peut pour dire à quel point l'adolescence est une véritable farfouille émotionnelle. Et pourquoi ? Pour la simple bonne raison qu'il n'utilise pas le plein potentiel de ses personnages. Et je vais y venir. Et après on viendra sur pourquoi, pour moi, Pixar, ça devient très compliqué. Il y a cet aspect où on a des nouvelles personnalités. On a du coup toutes celles qu'on a connues, et on a Anxiété qui est, on va dire, techniquement l'émotion la plus dominante de la nouvelle génération, ou du nouveau setup d'émotions qui arrive, avec peut-être Embarras. Embarras qui va avoir, on va dire, un peu plus de relationnel grâce notamment à Tristesse, car les deux caractères se mâchent plutôt bien. Et Anxiété, elle, veut clairement quelque part prendre le pouvoir des émotions de Riley, pour un aspect tout bête de se dire qu'il faut penser à l'avenir, que demain peut être quelque chose de très important. Et je trouve que le film a un beau concept, mais malheureusement ne l'exploite pas pleinement. Du coup, pourquoi ? Déjà, avec les entités en elles-mêmes, Anxiété et Embarras sont les plus dominantes. C'est clairement les deux personnalités qui ont les plus mis en avant. Embarras, comme je vous l'ai dit, via la tristesse, et surtout Anxiété qui prend littéralement le monopole du game, un peu comme la chef. Car c'est elle qui pense à l'avenir, c'est la tête pensante, c'est celle qui exploite le mieux l'univers de Riley, comme on pouvait le voir dans cette partie où ça pense aux boys band, ça pense aux batailles de polochon, ça plein de trucs et tout ça. Du coup, elle monopolise celle-là au point d'en être presque dictatoriale. Et c'est un truc que je trouve dommage. Car Anxiété, pour moi, n'est pas assez développée. Alors vous allez me dire, c'est la plus mise en avant, mais ça peut pas dire que c'est la plus développée. Pourquoi ? Parce que le début prend à la fois son temps et va très vite. C'est-à-dire, on te représente les émotions, la vie qui est où on est Riley à 13 ans, les émotions, comment elles ont travaillé, comment ça se passe. Et du coup, quand ces nouvelles émotions arrivent la puberté, il n'y a pas une véritable connexion. C'est-à-dire, c'est arrivé, il se passe 5-10 minutes avant que, on va vous éjecter. Parce que vous comprenez, Riley a besoin de nous, d'émotions plus développées. Vous êtes old school. Cassez-vous les boomers, place à la nouvelle génération qui a envie justement de cela.
de prendre le pouvoir de ses émotions. Parce qu'ils comprennent qu'il faut penser l'avenir, il faut penser pas l'instant T comme pouvait l'être joie, tristesse, colère et dégoût et peur. Il faut penser l'avenir, très lointain. Du coup, anxiété va prendre globalement le pouvoir. Et ça va mettre beaucoup ennui et envie en second plan. Ils vont avoir quelques interactions, mais globalement, elles ont juste que quelques interactions. Et ce qu'il en est avec justement les anciennes émotions, c'est qu'on ne sent pas qu'il y a une connexion qui s'est faite. C'est arrivé, elle a pris très vite le pouvoir. Alors si un peu de temps serait passé, au moins genre, il y a 3 jours de stage, sur le stage de hockey. S'ils auraient pris genre le temps, allez, on va dire 10 minutes pour, allez, une demi-journée, pour pouvoir créer une session, ou au moins la nuit pour créer une session, ça aurait pu créer quelque chose d'intéressant. De voir que anxiété voit que joie, tristesse, colère et dégoût et peur, quelle est l'impression qu'il ne gère pas tant que ça ce qui se passe. Qu'au final, c'est cette impression que ils sont désuètes et que même eux, des fois, ont du mal à gérer. Là, ça aurait pu être intéressant et dire là, je prends le pouvoir parce que là, vous faites rien, vous n'êtes pas assez bon pour ce qu'il fait. Et qu'au final, anxiété, en avançant correctement, en essayant d'avancer, voit qu'elle-même ne sait pas gérer. Parce que c'est ça qui va dans le film. Anxiété va presque de conneries en conneries en conneries en conneries jusqu'à arriver à un stade final où Riley est vraiment détestable. Ça va à un niveau où de dire je dois sacrifier mes amis, je dois éjecter tout ce qui va, et même tricher et aller espionner, voler pour pouvoir réussir pour créer mon avenir. Sauf que c'est pas ça l'avenir. Alors c'est l'américaine pour dire qu'à un moment, je dois pas devenir une mauvaise personne. Et je le conçois tout à fait. Mais c'est fait d'une manière trop radicale et c'est alors que les émotions dont Vice Versa le premier volet prenaient le temps et étaient expliquées dans l'instant T. Et en plus, ça n'a jamais été prouvé que joie, tristesse, colère et dégoût réussissaient tout. Il y a des moments, il y a des déséquilibres et c'est quand ils ont réussi à travailler ensemble et mixer entre deux émotions que ça marchait. Au final, anxiété, étant une émotion beaucoup plus récente, refait presque le parcours d'une certaine façon de joie. Alors que j'aurais aimé qu'il soit différent dans l'avenir. Et c'est pour ça que pour moi ça marche pas. Je trouve qu'anxiété, même s'il y a des moments où tu rigoles, il y a des très bons gags, il y a des très bonnes idées, je trouve que peur prend beaucoup plus d'ampleur et des moments beaucoup plus d'années quand il est amoureux d'anxiété d'un amour fou. Tristesse a beaucoup plus de courage dans tout ce qu'elle entreprend, elle est beaucoup plus à l'initiative et même poussée pour avoir un développement intéressant. Dégoût me fait toujours rire, c'est celle qui a les meilleures punchlines. Colère me fait toujours rire parce que c'est un peu moi des fois, genre. Mais globalement, et joie va connaître aussi des doutes. Non, est-ce que tout ce qui est fait est bon? Est-ce que tout ce qu'elle fait, est-ce qu'elle soit toujours obligée d'être joie, peut supporter tout ça? Donc voilà, je trouve que le traitement, je suis resté assez longtemps sur les personnages parce que c'est le cœur du truc. Vice Versa, c'est un film sur des personnages avant tout. Et là, je trouve que les personnages ne prennent pas le temps d'être développés correctement ou la trame narrative n'est pas développée correctement. Et ça en est dommage. Du coup, au niveau de l'animation, ça reste toujours nickel, ça reste Pixar. Je peux pas leur reprocher Pixar quoi que ce soit. C'est des monsters d'animation. On n'est pas niveau Dragon Ball Super où tu vois une différence d'animation flinguée toutes les 40 secondes. Non. Là, t'es sur quand même quelque chose de qualité. Visuellement, ça a toujours été beau. Il y a des très beaux moments et tout ça. Mais ça manque clairement de folie. Pas dans l'animation pure, mais dans le storyboard, justement, dans l'intention de mise en scène, ça manque clairement de folie. C'est bête, mais j'ai pas la respiration épique dans ce Vice Versa 2, alors qu'on l'avait quand même. Et pourtant, c'est des gens qui ont fait des Lao, qui ont fait des Toy Story, des Mêlés Umpad, des Monstres et compagnie, qui te créent un univers licencieux. Au final, t'as l'impression d'avoir juste un DLC, un petit DLC. Et ça en est déroutant, je trouve, personnellement. Et du coup, j'arrive à ce point qui est pour moi
Vice Versa 2 représente clairement le problème d'aujourd'hui de Pixar. Un Pixar qui, quelque part, essayait de faire des œuvres créatives, mais n'a jamais vraiment trouvé son public. Surtout depuis le Covid, où ils sont passés beaucoup en VOD. Une pensée pour Alerte Rouge, qui est clairement un de mes films que j'ai préféré de Pixar sur les dernières années. Le reste, globalement, je trouve que Buzz l'éclair n'était pas spécialement réussi. Élémentaire était plutôt cool, mais voilà. Lucas, Soul, en avant pour moi sont sympathiques, mais sans être exceptionnels. Toy Story 4 est à des années-lumière. Pourtant, j'ai aimé à l'époque, et je l'ai mis même dans mon top à une époque. Mais en vieillissant et en le revoyant, je suis en mode c'est sympa, mais ce n'est que sympa. Surtout quand t'as eu la claque émotionnelle du 3. Les Injustice Deep 2 est peut-être le plus à part, parce que je trouve qu'il s'inscrit vraiment dans la continuité du premier film qui a mérité sa suite. Le Coco, c'est cool pour beaucoup de monde. Moi, perso, je trouve ça osef. Le Monde de Dory, pour moi, est un ennui pas possible. Et alors qu'avant, vice versa, tu vas me dire, avant, il y avait des Monstres et compagnie, des Monstres et comme des Mimi, des Cars. Mais c'était des exceptions. Tu regardes, sinon, presque jusqu'à vice versa, c'est presque un sans faute. Il y a quelques suites un peu flinguées, genre l'écart c'est ça, mais sinon globalement ça restait quand même vachement propre. Mais là je trouve que Pixar se perd. Déjà il se perd parce qu'il paye déjà une grosse partie du Covid, il se perd parce que la politique veut ça actuellement. On reste sur quelque chose qu'on connaît. Elio, qui est la prochaine œuvre, moi perso, qui est de la science-fiction, moi me tâte pas mal. Mais est-ce qu'à un moment ça va suivre le public ? Ça je ne sais pas. Parce qu'il y a forcément de déceptions ou films sympas mais moyens. Même un Toy Story 5 je m'en branle. Même si j'entends des vagues d'histoires de ce que ça pourrait être. Je m'en fous. Pour moi Toy Story est fini avec le 3. Toy Story c'est un des films les plus importants de ma vie. Et j'entends les cinéphiles à 5 balles qui me font non mais dis Toy Story. Mais Toy Story parce que on a tous un relationnel avec des films à un moment, bande de nazes. C'est pas méchant quand je dis bande de nazes, mais à un moment on a tous un relationnel parce que par rapport à comment on a vu les films. Toy Story, je suis allé le voir, le premier j'avais 4 ans. Je suis allé le voir avec mon père. Le 2, je suis allé le voir en 99 avec mon père, j'avais 7 ans. Je suis allé voir le 3. C'est le premier film Toy Story que j'ai vu sans mon père. Et surtout avec cette fin-là. J'ai envie d'y pleurer rien que d'y penser. Mais, et vous voyez, c'était la force de Pixar pendant des années. De nous donner des films qui unissent adultes et grands. Et qui à la fois nous fournissent de l'émotion. Et c'est ça qui est magique. La magie elle est plus là. Pourquoi ? Parce qu'à force de devenir... Avant, un Pixar... C'était un film tous les ans, tous les 2 ans, 2-3 ans en moyenne. Maintenant, c'est 2 films par an. Et on prend plus le temps de développer correctement les projets. On prend plus le temps de travailler à la masse. Et d'ailleurs, même à un moment, même les réalisateurs, parce que les réalisateurs, c'est Kay Slayman. Kay Slayman qui est presque quelque part un yes man d'une certaine façon, ou un exécutant de chez Disney, enfin de chez Pixar. Parce qu'à la base, il est surtout dans l'équipe créative, il a sûrement travaillé dans d'autres postes, il a seulement été scénariste et story supervisor, c'est-à-dire qu'il suit quand même à la bonne continuité du truc, sur Monstres et compagnie 2 et Arlong, putain, je dis de la merde, comment il s'appelle ? Arlo. Et du coup, derrière, on se retrouve avec un réal pas top, qui n'a pas bonne idée. Les meilleurs, justement, c'est ceux qui avaient, justement, des gens qui avaient une vraie idée, une vraie patte. Brad Bird, c'est pas pour rien que c'est un des meilleurs dans ce genre-là. Et que, aujourd'hui, on est vraiment osef. On est vraiment osef sur beaucoup des films. Et pour moi, je le dis encore, Alerte Rouge est peut-être la seule exception de chez Disney. Depuis vice versa. Les autres sont sympas, mais le seul qui est pour moi à peu près exceptionnel, allez, on va dire avec Indestructible 2, ok. Après, vous avez le droit d'avoir vos avis, dites-moi ceux que vous avez aimés. Je ne critique pas, c'est juste que c'est une analyse que je fais. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Si vous avez aimé, dites-moi pourquoi vous les aimez.
pourquoi ces films vous ont touché. On est libre, on est dans un pays libre, entre guillemets. Vous pouvez, enfin, vous êtes sur une chaîne libre en tout cas. Vous pouvez le dire clairement, votre avis. Du coup, ce vice-versa est un vrai produit d'aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui le problème de beaucoup de films. On prend plus le temps de développer des vrais projets intéressants, de vrais trucs qui prennent le temps d'être faits avec passion, avec envie. Et c'est un film qui a coûté très cher, vice-versa 2. Je crois que c'est... ça, je sais pas si c'est pas 200 millions de dollars ou quelque chose comme ça. C'est un très 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 gros billet. Mais clairement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans tout ça. Un petit passage, voilà, pour aussi le casting vocal. Du coup, Charles Lebon en joie marche très bien. Gilles Lelouch en colère, c'est génial. Mélanie Laurent en dégoût, elle est top. Pierre Ninet en peur, ça passe. Myrlou Berry, ah oui, en tristesse, ça passe bien. Et surtout, Dorothée Pousseau en anxiété, qui est pour moi le grand point fort. Elle est extraordinaire, toujours. Mais bon, pas pour rien, c'est une des meilleures doubleuses du monde. Enfin, de France, du monde. C'est la voix de... Alors, pour ceux qui savent pas, c'est la voix de Margot Robbie, c'est la voix de Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen aussi. Elle a un passif gros comme le bras. Dorothée Pousseau, c'est vraiment... Et c'est aussi la voix de Disney Channel, pour ceux qui savent. Voilà, on reste toujours jonctionné à Disney. Adèle Exarchopoulos en lui, bon, elle a pas trop de mots à dire, ça va pas me faire mériter que des fois comme un élémentaire. Donc, globalement, on a un film relativement osef, moins touchant. L'humour marche globalement bien par moment, mais je trouve qu'il n'y a pas un développement aussi large. Il y a pas, ça sert pas à la découverte, mais à un moment... tu dois développer beaucoup plus loin ton univers quand tu as créé des bases comme ça, vice-versa. Surtout que vice-versa, sur la notion de l'esprit, peut développer énormément de trucs intéressants. Mais malheureusement, ça reste à la base. C'est-à-dire, faut pas trop perturber le spectateur. Mais qu'à un moment, faut se bouger le cul. Moi, je veux des œuvres à un moment qui me sortent de ma zone de confort et qui me disent « Merde, ça va changer. On va t'amener autre chose. » Et je parle pas d'un truc merdique comme Matrix 4, hein. Parce que Matrix 4, tu sens que c'est le sabotage pur et dur. Hein. Qu'à un moment, c'est en mode, je vais faire une suite, allez, vas-y. Ouais, regarde pas trop. Bon, ouais, vas-y. Faut arrêter de faire genre les sabotages et les bons films. Hein. Moi, je dirais toujours Matrix 4, c'était pas bon. Hein. Je le tape dur encore et c'était pas bon Matrix 4, du tout. Enfin, voilà. C'était mon avis. Pourquoi, pour moi, vice-versa, est le reflet de pourquoi Pixar va mal. Pourquoi Disney ça va mal. Et qu'à un moment je trouve ça dommage. Je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Tchuss.